Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ted Kaczynski, surnommé Unabomber. Terroriste américain, mathématicien de formation, activiste anarcho-écologiste, il est en même temps l'auteur de plusieurs textes et ouvrages. Il a fait l'objet de la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Il s'est battu, selon lui, contre les dangers inhérents à la direction prise par le progrès dans une société industrielle et une civilisation technologique. Une société qui s'éloignerait de l'humanité et de la liberté humaine pour la majorité, sinon pour la totalité de la population. Après des études et une courte carrière de professeur de mathématiques, il décide de se retirer dans la nature et s'installe dans une cabane isolée à Lincoln, dans le Montana. À la suite de la disparition de l'environnement naturel où il réside, il décide de combattre la société technologique et industrielle. Il s'engage dans une campagne d'envoi de colis piégés de manière artisanale à diverses personnes, au prétexte qu'elles construisent ou défendent la société technologique. Cette campagne d'attentats dure 18 ans, faisant 3 morts et 23 blessés, avec 16 bombes envoyées. En septembre 1995, il fait publier son manifeste par le Washington Post. Son texte attire l'attention de son frère, qui le dénonce au FBI. Kaczynski est finalement repéré et arrêté le 3 avril 1996 avant d'être condamné à la prison à perpétuité. Avant que son identité ne soit connue, le FBI se réfère à lui comme Unabomber, qui signifie University and Airline Bomber. Voici son histoire. Theodore John Kaczynski naît le 22 mai 1942 à Chicago. Il est le premier enfant de Theodore Richard Kaczynski, ouvrier dans une usine de saucisses, et de Wanda Teresa Kaczynski, née d'Ambach. Ses parents appartiennent à la seconde génération d'une famille d'émigrés polonais. À l'âge de 9 mois, il développe une grave allergie médicamenteuse, son corps étant recouvert d'urticaire. Il est placé en isolement dans un hôpital pendant 8 mois. Séparé de ses parents et de son milieu, il développe alors une altération de la personnalité. La naissance de son frère David, le 9 octobre 1949, le perturbe également. Élève surdoué, il entre à l'école en avance et saute 2 classes, si bien qu'il se retrouve marginalisé. Dans des résultats de tests de quotient intellectuel qu'il effectue à 10 ans, Kaczynski obtient le score de 167. Il entre à Harvard à 16 ans. Il obtient son baccalauréat en mathématiques avec des résultats moyens. Ses colocataires et d'autres étudiants ont décrit Kaczynski comme une personne très intelligente, mais socialement réservée. À Harvard, toujours, il se porte volontaire pour participer à une expérience du département de psychologie, conduite sur différents étudiants entre 1959 et 1962 par le professeur Henry Murray. Durant cette expérience, visant à analyser les réactions des gens sous stress, Kaczynski fut soumis à des interrogatoires intensifs, que Murray lui-même qualifia de personnellement abusifs. Cette expérience serait liée au projet MKUltra, expérience de psychologie sociale et recherche sur le LSD dans le cadre de manipulation mentale. À 25 ans, il devient docteur en mathématiques à l'Université du Michigan. Il se spécialise dans l'analyse complexe, notamment dans la théorie des fonctions géométriques. Il impressionne ses professeurs. Le professeur Peter Duran dira de lui « C'était une personne inhabituelle. Il n'était pas comme les autres étudiants diplômés. Il avait la volonté de découvrir la vérité mathématique. » La même année, il devient professeur assistant à l'Université de Californie à Berkeley, dont le département de mathématiques est considéré comme le premier dans le pays. Introverti, plutôt que de se tourner vers la recherche, il démissionne en 1969 et retourne vivre chez ses parents. En 1971, il part vivre dans le Montana, y achète une terre et construit une cabane en bois pour y vivre, sans eau ni électricité.
Marqué par les travaux de Jacques Ellul, il adopte une forme de survivalisme et mène une vie proche de celle d'un ermite. Son premier colis piégé est envoyé à la fin du mois de mai 1978 au professeur Buckley Christ de l'université Northwestern. Pris de soupçons devant ce paquet, il en informe la police du campus. Un policier du nom de Terry Marker ouvre le paquet qui explose. Il n'aura que des blessures légères. L'attentat de 1978 est suivi par d'autres à l'encontre de compagnies aériennes, avec pour objectif de faire exploser des avions. Les premières bombes de Kaczynski sont plutôt amatrices et causent peu de dommages. La première conséquence grave survient 7 ans plus tard, en 1985, quand un étudiant diplômé de l'université de Berkeley perd 4 doigts et la vision d'un œil. La bombe était empaquetée avec l'inscription FC, à ce moment-là traduit par « fucking computers ». Toujours en 1985, un colis piégé est posé devant un magasin d'informatique californien. Son propriétaire sera tué par l'explosion. Une attaque similaire contre un autre magasin d'informatique a lieu à Salt Lake City le 20 février 1987, 2 ans plus tard. Après 6 années d'inactivité, Kaczynski frappe de nouveau en 1993, expédiant une bombe à David Gelernter, un professeur d'informatique de l'université de Yale. La même année, une autre bombe vise le généticien Charles Epstein. Kaczynski écrit une lettre au New York Times, revendiquant pour son groupe anarchiste appelé FC la responsabilité des attaques. L'année suivante, en 1994, un publicitaire est tué par un autre colis piégé. Dans une lettre, Kaczynski justifie ce meurtre en expliquant que le travail d'un publicitaire est le développement de techniques permettant la manipulation des gens. Suit le meurtre du président de l'association de la sylviculture de Californie, Gilbert Murray, en 1995. Au cours de son enquête, pour justifier celui qu'il surnommait Unabomber, le FBI fait un rapprochement avec le roman L'agent secret de Joseph Conrad, qui aurait inspiré Kaczynski. Le FBI va toutefois identifier Kaczynski à partir d'un tout autre indice. En 1995, il envoie des lettres à ses victimes et aux médias dans lesquelles il demande que son manifeste soit publié dans un journal réputé ou une grande revue. Il menace de tuer si sa demande n'est pas satisfaite. Le département de la justice des États-Unis, ainsi que le directeur du FBI et le procureur général, recommandent d'accéder à son souhait dans un souci de sécurité publique et dans l'espoir qu'un lecteur reconnaisse l'auteur de ce manifeste. The New York Times et le Washington Post publient son pamphlet le 19 septembre 1995. Linda Patrick, la belle-sœur de Kaczynski, qui n'a jamais rencontré son beau-frère, avait déjà interpellé son mari David sur les similitudes des propos de Unabomber rapportés par la presse et ceux de Ted rapportés par la famille. Après la publication du manifeste et la comparaison avec une lettre haineuse que Ted avait écrite à son frère par le passé, David est un peu plus convaincu par sa femme et il décide de signaler au FBI ses ressemblances. Entre-temps, David découvre chez sa mère une sorte de manifeste de jeunesse de Ted. Totalement convaincu, il recontacte le FBI avec ce nouvel élément. Une équipe de linguistes détermine que les deux documents ont été écrits par une seule et même personne. Le FBI place donc la cabane de Kaczynski, où il vit toujours en ermite, sous surveillance contrôlée. Sa maîtrise des explosifs rend son arrestation délicate. Aussi, le 3 avril 1996, des centaines d'agents du FBI se positionnent autour de cette cabane. Ils utilisent la ruse en faisant appel à un garde forestier pour l'attirer dehors. Les autorités découvrent dans la cabane tout le matériel servant à fabriquer des explosifs. La bombe numéro 17 prête à être envoyée et 40 000 pages de notes manuscrites sur la fabrication d'engins explosifs. Ils l'appréhendent. Au cours du procès, ses avocats veulent initialement plaider la démence afin que la préméditation de ces crimes ne soit pas retenue.
Kaczynski écrit au juge pour demander à se défendre lui-même, refusant d'être catégorisé comme malade mental. Afin de pouvoir se défendre seul, il décide de passer un examen psychologique auprès de Sally Johnson qui le diagnostiquera schizophrène paranoïde. Le juge refuse sa demande de se défendre sans avocat. Craignant une annulation de la peine pour des raisons d'irresponsabilité pénale en raison de la santé mentale de Kaczynski, les procureurs lui proposent de plaider coupable en échange de la prison à vie, que Kaczynski accepte. Il est condamné le 4 mai 1998 à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Il doit également payer 15 millions de dollars à ses victimes. Il est enfermé à la prison de très haute sécurité de Florence, dans le Colorado. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du... Kaczynski a tenu un journal intime où il détaille ses activités courantes. Ce journal est rédigé dans un langage chiffré que les policiers sont incapables de décoder. En novembre 2006, à la suite de la découverte d'un annuaire cryptographique parmi les papiers de Kaczynski, la CIA parvient à le déchiffrer. Le journal intime révèle que Kaczynski a eu recours à plusieurs subterfuges pour mener les policiers sur de fausses pistes. Par exemple, il empaqueta volontairement 2 cheveux, ramassés dans un arrêt d'autobus, dans une bombe. Il colla aussi 2 semelles, plus courtes, à une paire de chaussures, espérant tromper la police sur sa pointure, et donc sur sa taille. Enfin, ce journal décrit sa frustration lorsqu'une bombe n'explosait pas selon ses attentes. Kaczynski résume ainsi les 4 postulats principaux qu'il affirme et développe dans ses écrits. Il déclare ainsi que le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable, que seul l'effondrement de la civilisation moderne peut empêcher ce désastre. Il dit aussi que le gauchisme est la première ligne de défense de la société technologique contre la révolution. Ce qu'il faut, c'est un nouveau mouvement révolutionnaire, voué à l'éradication de la société technologique et qui prendra des mesures pour tenir à l'écart tous les gauchistes et consorts. Pour Kaczynski, c'est la technologie en elle-même qui joue un rôle moteur dans les transformations sociales, davantage que l'économie. Il se montre également très critique envers les partis de gauche, qu'il estime soumis à la croyance dans le rôle positif de la technologie. Il justifie la violence de ses actes en disant « À mon humble avis, l'utilisation de la violence, exemple contre la réalisation de l'utopie d'une société technologique inhumaine, c'est de l'autodéfense. Certains peuvent en débattre, bien sûr. Si vous pensez que c'est immoral et inadéquat, alors vous devriez éviter toute utilisation de la violence. Mais j'ai une question pour vous dans ce contexte. Quel genre de violence a causé le plus de dégâts dans l'histoire de l'humanité ? La violence autorisée par les États-Unis ou la violence non autorisée employée par des individus ? Selon lui, la révolution industrielle conduit nécessairement à un ordre économique et politique de plus en plus contraignant, qui détruit la nature vierge, réduit la liberté individuelle, transforme l'homme en simple rouage du système technologique et qui, à court terme, détruira l'espèce humaine elle-même. Il dit « Ce système n'existe pas pour satisfaire les besoins des hommes et n'en est pas capable. Les désirs et le comportement des hommes doivent en fait être modifiés pour satisfaire aux besoins de ce système. » Il en déduit que c'est toute la société moderne technologique qui doit être abattue. Il est bien conscient qu'un tel effondrement subi plongerait l'humanité dans la famine et serait un cataclysme qui ferait périr beaucoup de gens, mais il conclut « On ne peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre. » Son texte, d'abord publié dans la presse américaine sous la menace, et par la suite librement édité, soit sur Internet, soit sous forme de livre. En 2008, il publie son premier livre, L'effondrement du système technologique. Compilation de tous ses textes, et notamment du manifeste, dans leur première version complète, corrigée et autorisée. Selon l'auteur, cette version doit désormais faire autorité. Une nouvelle édition paraît en 2010, Technological Slavery,
En 2016, Kaczynski publie un nouveau livre, Anti-Tech Revolution, Why and How, traduit en français sous le titre Révolution anti-tech, pourquoi et comment. Dans un article intitulé « La vérité au sujet de la vie primitive » produit après son arrestation, Kaczynski écrit « Le mythe du progrès n'est peut-être pas encore mort. Un autre mythe prend progressivement sa place. Un mythe propagé surtout par les anarcho-primitivistes, mais qui se répand également au sein d'autres mouvements. Si l'on en croit ce mythe, avant la civilisation, personne n'avait besoin de travailler. Il suffisait de cueillir sa nourriture dans les arbres, la mettre dans sa bouche et passer le reste du temps à se divertir. Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y avait ni maladie, ni compétition, ni racisme, ni sexisme ou homophobie. Les gens vivaient en harmonie avec les animaux et tout était amour, partage et coopération. De la vie générale, ce qui précède est une caricature de la vision des anarcho-primitivistes. La plupart d'entre eux, du moins je l'espère, ne sont pas à ce point déconnectés de la réalité. Ils sont toutefois très éloignés de notre vision et il est grand temps que quelqu'un dénonce leur mythe. De même, Kaczynski analyse les pages qu'il a pu récupérer de Futurs primitifs du philosophe John Zerzan tout en essayant de correspondre avec lui. Et il finit par juger. Il a pourtant réussi à faire l'impasse sur tout ce qui pouvait, dans ses livres, contredire sa théorie. Puisque Zerzan s'est largement documenté sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et puisque les aborigènes australiens sont parmi les plus connus des chasseurs-cueilleurs, je n'arrive pas à croire qu'il ne soit jamais tombé sur un compte-rendu des mauvais traitements infligés aux femmes par des Australiens. Pourtant, il n'a jamais fait allusion à de tels rapports, même pas dans le but de les réfuter. On ne doit pas nécessairement supposer qu'il y a malhonnêteté consciente chez Zerzan. Comme le disait Nietzsche, le mensonge le plus courant est celui que l'on se fait à soi-même. Mentir aux autres est plutôt l'exception. En d'autres termes, on se trompe soi-même avant de tromper les autres. En 2011, le terroriste norvégien Anders Breivik publie le manifeste 2083, qui est un large copier-coller des idées de Kaczynski. Pour terminer cette chronique, parlons de la santé mentale de Theodor Kaczynski. De nombreux psychiatres se sont penchés sur sa personnalité. Plusieurs indices convergent à ce qu'il soit porteur de troubles du spectre autistique qui se seraient aggravés dans le temps, entraînant une comorbidité du type schizophrénie à délire paranoïaque, voire qu'il aurait des troubles de l'identité de genre. Les troubles psychiatriques de Kaczynski ont reposé le problème entre la maladie mentale et la responsabilité. S'il est indéniable qu'il souffre de graves troubles schizophréniques à délire paranoïaque, cependant, dû à sa formation et son intelligence nettement au-dessus de la moyenne, il est capable de faire des choix et d'avoir conscience des conséquences de ceux-ci. C'est pourquoi il n'a pas été déclaré pénalement irresponsable. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.